quand Jeanne avait écrit sa fameuse lettre aux Anglais pour leur dire « vous n'êtes pas à votre place ici, vous en allez », elle leur avait dit ceci « je suis chef de guerre ». Elle leur avait même annoncé « si vous ne voulez pas m'écouter, eh bien vous allez voir ce que vous allez prendre ». Elle se trompe, la petite, en disant « je suis chef de guerre ». Personne, à Chinon, personne ne considère que Jeanne est un chef de guerre, vous vous rendez compte, en fait c'est une gamine, elle ne sait rien à l'art de la guerre, les capitaines sont là pour faire la guerre, et elle n'est responsable absolument d'aucune force militaire. Qu'est-ce qu'elle est, Jeanne, dans la pensée de ceux qui vont l'utiliser? Elle est un fétiche, je vous l'ai dit. Elle est une espèce de preuve tangible que Dieu est Armagnac. Il y a encore des crédules, il y a des tas de gens d'imbéciles, enfin des petites gens qui croient à des inspirations divines, et bien c'est une arme psychologique qu'on leur envoie. On leur envoie une fille qui vient de la part de Dieu pour leur dire « vous êtes dans votre bon droit, vous allez voir ce que les autres vont prendre ». C'est un convoi qu'on envoie, un convoi de ravitaillement. Ce n'est pas un secours militaire. Du reste, les gens d'Orléans ne demandent pas de secours militaire. Ils ne demandent pas de secours militaire parce que vous savez, les mercenaires, ça se paye. Et alors, quand on verra arriver des soldats qu'il faut encore nourrir et entretenir à Orléans, on n'en a absolument pas envie. J'ajoute que les gens d'Orléans sont extrêmement nombreux, qu'il y a beaucoup d'hommes là-dedans, pas même d'hommes de guerre simplement, mais des hommes qui ont reflué des villages environnants dès que les Anglais ont mis le siège, et il y a des gens qui sont parfaitement en état de se battre. Donc on n'a pas besoin de combattants, mais on a besoin tout le temps de ravitaillement. Yolande, la fameuse belle-mère active, Yolande de Sédenier avait déjà envoyé plusieurs fois des colonnes de ravitaillement à Orléans. On a réussi tout de même à les faire entrer. Et cette fois, on va envoyer une colonne exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'il y aura des masses de têtes de bétail, vous allez voir, enfin je vais donner des chiffres, et puis il y aura en plus l'arme psychologique, enfin l'arme secrète, qui est Jeanne d'Arc. Elle fait partie du stock. Elle est à l'intérieur du convoi. Quand on nous raconte, certains historiens nous disent qu'elle avait une maison militaire, absolument pas. Simplement pour l'honorer, on lui a donné un intendant qui s'appelle Dolon. On lui a donné 2 pages, dont l'un s'appelle Louis de Coute, C-O-U-T-E-S. Louis de Coute. Et Raymond, et puis elle a son chapelain personnel. C'est pas qu'elle y tenait, vous savez, cette espèce de Jean Pasquerel, ce moine, intrigant du reste, un peu suspect. Ce moine s'est attaché au pas de Jeanne en sa qualité d'aumônier particulier ou de chapelain. C'est pas une maison militaire. Jean Chartier, qui est le chroniqueur officiel de Charles VII, écrira ceci. Furent chargés en la ville de Blois des charretées de blé, vivres et armes, et réunis grand nombre de bœufs, moutons, vaches, pourceaux. Un point. Alors, Jeanne prit son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une centaine, il y aura même, paraît-il, plus, de chariots. Il y a 400 têtes de bétail. Et Jeanne, là-dedans, ben c'est une cowgirl, vous comprenez? Elle apparaît au milieu d'une foule de bêtes à sabots. Elle a entouré de bœufs et de moutons, et de cochons aussi. Et comme elle tient beaucoup à un côté religieux de sa mission, et qu'elle a convoqué un certain nombre d'ecclésiastiques avec des bannières pieuses, son départ ressemble bien plutôt à une espèce de transhumance agrémentée de cantiques. Mais elle se persuade toujours qu'elle est à la tête de ces soldats, ils ne sont pas nombreux, ils sont 200, 300, et que quand on va arriver avec elle, avec ce survoltage, si vous voulez, qu'elle a de force surnaturelle en elle, même avec ces 300 soldats, on va essayer de balancer les Anglais. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Jeanne se trompe elle-même sur la mission dont on la charge. Quelle est la situation militaire? Eh bien, c'est le 12 octobre, je crois que c'est la 2e fois que je vous le dis, ou la 3e, c'est le 12 octobre 1428 que les Anglais se sont amenés pour mettre le siège devant Orléans. Et c'était le chef de ce corps expéditionnaire, était un très grand personnage qui s'appelait donc Salisbury. 12 octobre, je vous ai dit. Le 24 octobre, catastrophe, le Salisbury reçoit un boulet, il avait pris une petite fortification qui s'appelle les Tourelles, qui était à l'extrémité du grand pont d'Orléans qui donne du côté de la Sologne. Il regardait par une fenêtre des Tourelles, et une bombarde qui tirait depuis Orléans lui a envoyé, par erreur semble-t-il, on ne pouvait pas viser à ce moment-là, un boulet de pierre qui lui a arraché la moitié de la figure. C'était le 24 octobre et il est mort presque tout de suite après. On l'avait emmené pas loin à Beaugency. Ça a affiché un coup aux Anglais tout de même. Leur général en chef, qui se trouve comme ça liquidé, le 1er décembre va arriver quelqu'un pour le remplacer, c'est Talbot. Talbot, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer, qui était un général entouré d'un très grand prestige, avec un certain nombre de soldats, mais tout de même ça a atteint le moral des Anglais puisqu'on les voit se disperser. Ils étaient là en formation devant Orléans, et puis il y en a une partie qui va aller à Jargeau, qui est en amont, et puis d'autres qui vont aller à Beaugency et à Meung, qui est en aval. Enfin, ils éparpillent leurs forces. Combien sont-ils? Les historiens discutent encore beaucoup là-dessus, mais enfin, on peut arriver à des chiffres approximatifs. Ils sont environ 3500. Environ 3500. C'est pas une armée formidable. Et les forces françaises qui leur sont opposées sont également à peu près 3500. C'est une guerre, comment on dirait ça, en dentelle, vous savez. Il y a des choses curieuses qui se passent. On s'étripaille très peu. Le jour de Noël, par exemple, Talbot et Suffolk, le comte de Suffolk, qui est dans la citadelle des Tourelles, a envoyé des messagers à Dunois. Dunois, c'est le bâtard d'Orléans, c'est-à-dire le demi-frère de Charles d'Orléans prisonnier.
Dunois à la responsabilité militaire d'Orléans. Alors le Talbot ou le Suffolk lui ont fait dire, c'est le jour de Noël, c'est une trêve naturellement, pourriez pas nous envoyer des ménétriers? Oh, mais bien entendu, a dit Dunois. Alors, passant le pont, des ménétriers sont venus avec leurs violons, avec leurs histoires, quoi, et ils ont donné une petite aubade aux Anglais, qui ont été très contents, qui se sont beaucoup applaudis. On voit à un autre moment que le comte de Suffolk envoie un panier de figues et de dattes. C'était des choses qu'on ne mangeait pas souvent à Orléans. Il envoie aux Orléanais, enfin aux échevins d'Orléans, des figues et des dattes, mais en échange, il demande de la panne noire pour doubler sa robe de chambre. Tout de suite, on lui envoie sa panne noire. Une chose qui est très importante à souligner, c'est que les Anglais ne sont pas très en train. Nous aurons un document sous les yeux, c'est Quicherat qui l'avait trouvé, qui est de juillet 1429, nous sommes en avril 1429, et il y a une lettre de Bedford. Qui est Bedford? C'est le régent d'Angleterre. Vous vous rappelez que le petit roi, il est tout petit. C'était en 1420, lorsqu'on avait décidé que s'il venait au monde, il sera le roi de France. Il est en 1421, nous sommes en 1429, c'est un petit gamin qui a 8 ans. Donc il faut un régent. Eh bien, le régent Bedford, qui dirige pratiquement la politique anglaise, va écrire en juillet 1429 une très curieuse lettre dans laquelle il y a « Ce siège d'Orléans entrepris, Dieu sait sur quel avis ». Tiens. Alors c'est pas lui qui a décidé ça, c'est pas le régent. Vous savez, dans toutes les cours, il y a des rivalités. Eh bien, entre le régent Bedford et ce célèbre cardinal d'Angleterre qui s'appelait Winchester et qui était du reste de la famille, il y avait des rivalités. Alors tout me donne à penser que c'est le cardinal de Winchester qui avait décidé de faire ce siège d'Orléans contre l'avis de Bedford, qui va dire « entrepris, Dieu sait sur quel avis ». Ils ne sont pas gonflés, les Anglais, ils ne sont pas gonflés. Et de notre côté, si je puis dire, enfin du côté de Charles VII, du côté des Français, on a une grande idée, une arrière-pensée permanente, il faut essayer de faire ça au moindre frais. Pourquoi? Parce qu'en 1424, vous vous rappelez peut-être, le malheureux Charles VII avait essayé une offensive militaire contre les Anglais qui avait très mal tourné. Ça avait abouti au désastre de Verneuil, et que la grande préoccupation de ce roi Charles VII, c'était du reste pas idiot, c'était de tenter de détacher les Bourguignons, c'est-à-dire Philippe le Bon, de détacher les Bourguignons des Anglais. C'est parfaitement vrai, vous savez que les Anglais qui ont peu d'hommes en France, c'est toujours des mercenaires, ne peuvent réussir à tenir la France que s'ils ont une complicité française, enfin sur le sol français. Leur grande complicité, c'est Philippe de Bourgogne. Alors si la politique française, la politique de Chinon, arrive à détacher Philippe de Bourgogne des Anglais, c'en est fait des Anglais. Et en plus, il y a un élément qui donne espérance au roi, c'est que les Orléanais, voyant que les Anglais ne jetaient pas un siège furieux, ne partaient jamais à l'assaut, s'étaient tournés du côté de Philippe de Bourgogne, qui avait envoyé quelques mercenaires là, et qui leur avait dit, écoutez, insistez donc auprès de Bedford c'est son beau-frère, insistez donc auprès de Bedford pour qu'on ait un armistice. Et Philippe le Bon avait marché. Et Philippe le Bon était intervenu auprès de Bedford et avait dit, pourriez peut-être donner un armistice aux Orléanais. Il s'était fait envoyer sur les roses parce que Bedford lui aurait répondu, paraît-il, je n'ai pas l'habitude de battre les buissons pour laisser les oisillons aux autres. Par conséquent, non, je ne donnerai pas d'armistice. Alors qu'est-ce qu'il avait fait, Philippe de Bourgogne? Il avait retiré ses soldats. Pas très nombreux. Il avait des mercenaires picards, c'était environ 500. Mais il les avait retirés. Donc il y avait déjà plus de Bourguignons qui faisaient le siège d'Orléans. Il n'y avait plus que les Anglais. Et quand je vous dis que les Anglais sont peu en train, vous allez en avoir la preuve, c'est qu'ils n'ont même pas fait un investissement complet. Pour investir une ville, qu'est-ce qu'on fait? On met des bastilles, comme on disait à ce moment-là, nous dirions aujourd'hui des blocos, autour de la ville. Or, si vous regardez bien une carte, et vous allez la voir, sur cette carte, vous vous apercevrez que les Anglais ont mis 3 bastilles, 3 blockhouse sur la rive sud, c'est-à-dire sur la rive gauche de la Loire, du côté de la Sologne. Ils ont mis 6 bastions du côté de l'ouest et du nord-ouest, c'est-à-dire d'où arrivent les routes, les voies de communication qui viennent de l'ouest de Paris. Et ils ont mis un seul petit bastion, une petite bastille, à plusieurs kilomètres, au moins 2,5 km peut-être, d'Orléans, qui s'appelle la bastille Saint-Loup, et qui est la seule du côté de l'Est. La seule du côté de l'Est. Si bien que la ville d'Orléans n'est pas complètement cernée, et qu'on peut encore entrer dans la ville par une seule porte, la porte dite de Bourgogne. Et quand je vous disais tout à l'heure que Yolande envoyait des convois de ravitaillement, les convois de ravitaillement entraient tranquillement et sans que les Anglais ne les aient jamais interceptés par cette porte de Bourgogne. Et c'est par là que Jeanne va arriver. C'était donc le jeudi 28 avril qu'elle était partie, et elle va arriver dans la journée même, c'est pas loin, de Blois à Orléans. Première colère que cette malheureuse fille va prendre. Vous allez la voir, elle ne va pas cesser de décolérer pendant tout le siège d'Orléans. Elle ne connaît pas la géographie, et elle croyait bien que de Blois, elle allait se diriger directement sur Orléans. Tout à coup, elle s'est aperçue qu'on lui avait fait un grand crochet, on lui avait fait faire un grand détour pour passer par le sud d'Orléans, et elle a maintenant quelque chose à 2 km en aval d'Orléans. Il y a Dunois qui est venu à sa rencontre au port du Bouchet, il explose, elle lui dit « Enfin, à quoi je sers? Je suis venu pour attaquer Orléans ». Dunois la calme comme il peut, en disant « Écoutez, mais il y avait un convoi de ravitaillement ».
C'était extrêmement risqué de le faire passer devant les Anglais, ils allaient pouvoir attaquer le convoi, et surtout Jeanne, vous qui êtes tellement précieuse, on vous attend comme le Messie à Orléans, nous devions vous protéger, alors calmez-vous. Il se calme, si on veut, et il faut maintenant mettre sur les chalands qui doivent venir d'Orléans, mettre sur les chalands toutes les charretées de blé, d'armes, de munitions, et surtout faire entrer les bêtes. Or, il y avait une difficulté assez grave, c'est que le vent, très violent paraît-il, soufflait de l'est. Et comme ce vent soufflait de l'est et que les chalands d'Orléans devaient remonter, ils n'arrivaient absolument pas à remonter à cause de la violence du vent. Alors on était là, avec les charrettes qu'on avait débarquées, avec le bétail qui était en train de meugler sur le bord de la rivière, et de la Loire, et impossible d'avoir les chalands qui n'arrivaient pas. Et tandis qu'on discutait avec Dunois la calmait comme il pouvait, s'est produit une chose assez extraordinaire. Pasquerel va nous raconter naturellement, la Loire s'est mise à monter brusquement, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait d'un changement de vent. Et le changement de vent s'est produit d'une manière très inexplicable. Ce vent violent qui soufflait de l'est va changer et va souffler de l'ouest, c'est-à-dire que les chalands qui naviguaient à ce moment avec des voiles vont voir leurs voiles se gonfler et ils sont arrivés comme des fleurs tranquillement pour l'embarquement. Ça impressionne Dunois, il se dit, mais après tout, cette petite affaire, c'est inouï, on n'a jamais vu de changement de vent si rapide, puis elle lui plaît, cette gamine, vous savez, elle devait avoir une séduction. Je vous dis que je ne pense pas qu'elle était jolie, mais elle avait une manière de regarder, une manière d'être, une espèce de pureté, de simplicité, enfin de gentillesse, qui faisait que Dunois tout de suite a été impressionné par cette petite. Et si en plus elle a pouvoir sur les vents, c'est assez extraordinaire. Alors donc on embarque, les chalands vont repartir, et quand les chalands sont repartis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cortège d'escorte, les soldats qui étaient venus là pour escorter, vont repartir. Alors Jeanne, cette fois, elle réexplose. Elle dit, c'est insensé, quoi, mais je suis arrivé à la tête de soldats, je suis chef de guerre, et on me prend mes soldats, on les renvoie. À Blois? Parce qu'elle n'a toujours pas compris. Elle ne sait pas qu'elle n'est en aucune manière chef de guerre, qu'elle est simplement cette arme psychologique dont je vous ai parlé. Alors elle fait un tel foin qu'elle dit, si mes soldats repartent, je pars moi aussi. Dunois commence à la supplier, vous n'allez pas partir, écoutez Jeanne, vous avez été envoyé par le roi pour aller à Orléans. On vous attend, je viens de vous le dire, à Orléans. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors elle lui dit, écoutez, Dunois, ça c'est entendu, je veux bien aller à Orléans, mais vous allez me promettre, jurer, parole d'honneur, que vous allez aller rechercher ces soldats, parce que je les veux. Oui, dit Dunois, faites tout ce qu'on voudra, il s'agit de la calmer. Nous sommes le 28 au soir, elle traverse la Loire, loin des Anglais, c'est tranquille, et elle va coucher au château de Reuilly. Le château de Reuilly, il est quelque chose comme 8 km à peu près d'Orléans. Le jour vient à peine de tomber, on pourrait parfaitement entrer à Orléans. Et voilà qu'il ne veut pas, Dunois. Et dira plus tard, c'était pour éviter le tumulte du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il y aura demain, quand elle va entrer, il y aura un énorme tumulte. Et il va la faire attendre toute la journée à Reuilly, en une demi-heure de cheval, on est à Orléans. Il va la faire moisir toute la journée du 29 à Reuilly pour qu'elle n'entre que à la fin du jour. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'il a peur. Il commence à la voir qui c'est, cette petite. Elle est incroyablement impétueuse, enfin, elle est sauvage, elle est violente, elle veut se battre. Et lui, vous savez bien que le roi, dans sa pensée, lui a fait savoir qu'on n'a pas tellement envie d'une bataille, qu'il y a eu 2 incidents fâcheux, il y a eu Rouvray dont je vous ai parlé, non, Verneuil dont je vous ai parlé, il y a eu en février une escarmouche qui a très mal tourné à Rouvray, et le roi a l'intention de reprendre Orléans, ou plutôt de délivrer Orléans au moindre frais. Or, telle qu'elle est la petite, dès qu'elle va entrer à Orléans, elle va appeler tout le monde avec sa petite trompette, c'est-à-dire qu'elle a un de ses pages qui souffle dans des trompilles, comme on disait, elle va appeler tout le monde à se précipiter contre les Anglais. Non, pas de tumulte, pas d'histoire, dit Dunois, calmez-vous, calmez-vous. Alors on l'a fait passer toute la journée à Reuilly, et le soir, quand le soir est venu, quand on ne se bat pas, on n'a pas l'habitude de se battre la nuit à ce moment-là, on va la faire entrer tranquillement dans Orléans. Quand je dis tranquillement, vous savez, le fameux tumulte, il a été bien conditionné. Tous les gens d'Orléans attendaient la petite sainte, enfin l'héroïne qui arrivait. Alors toutes les cloches sont mises à sonner, toute la foule était dans la rue, les rues étaient extrêmement étroites, les maisons étaient à encorbellement, au dernier étage on pouvait serrer la main d'une maison à l'autre, il y avait des torches partout, il y avait donc les cloches qui sonnaient, il y avait des cornemuses anglaises, écossaises plus exactement, parce que les Écossais étaient contre les Anglais, il y avait des mercenaires écossais qui étaient là, enfin un chahut monstre. Et elle est toute contente parce qu'elle voit tous ces gens qui l'acclament, on lui touche sa cuirasse, les gens embrassent ses pieds, elle est folle de joie, elle est en train de remercier Dieu d'être accueillie par ces gens qui, eux, y croient, alors qu'à la cour, on ne croit guère en elle. Elle a été logée chez le trésorier Jacques Boucher, donc elle est logée dans une maison considérable, et dès le lendemain matin, elle s'est dit, bon, on va travailler. C'est pas Dunois qui va venir la voir. Ce samedi 30 avril, c'est elle qui va être obligée d'aller voir Dunois, elle lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Et Dunois lui dit, mais je vous ai dit, on n'a pas assez de soldats. Comment on n'a pas assez de soldats? Mais vous m'avez promis d'aller en chercher d'autres. Alors vous allez me promettre d'y aller demain, dimanche, 1er mai.
Et Dunois, qui voit qu'il a affaire avec cette petite furibonde, dit, bah c'est d'accord, allez, je te promets, ou je vous promets, demain, je vais rechercher les soldats. Et même, je partirai avec le grand seigneur, il y a Gilles de Rais, vous savez, le fameux Gilles de Rais, qui en 1440 sera tué à Nantes, exécuté parce qu'il aura fait des tas de choses épouvantables avec des petits garçons, qu'il aura non seulement violé, mais tué. Mais Gilles de Rais est là, c'est un des hommes, non pas de Jeanne, pas du tout, mais un des compagnons de Jeanne, qui va. Alors, c'est entendu, dimanche 1er mai, Dunois va partir avec Gilles de Rais et un ou deux messieurs pour essayer de ramener les soldats. Ça sera d'ailleurs pas commode du côté de Chinon ou de Blois, parce que le roi va dire, mais je vous avais dit de ramener les soldats, je ne vous demande pas de les reconduire. Et je suppose que Dunois est obligé d'expliquer au roi, mais vous vous rendez pas compte, hein, j'ai affaire à une fille qui est extrêmement redoutable, elle pousse des cris, et elle veut les soldats, elle est capable de repartir s'il n'y a pas les soldats. Bon, allez, on repartir. Ce 30, où elle ne sait pas que faire, Jeanne. Alors elle va aller se présenter 2 fois devant les Anglais. Elle avait envoyé cette fameuse lettre où elle leur disait « Vous devez partir, c'est votre devoir de chrétien de vous en aller ». Naturellement, ils n'avaient pas répondu. Et même, ils n'avaient pas renvoyé les 2 héros, les commissionnaires, quoi, les soldats, auxquels elle avait confié le message. Alors elle veut réclamer ces héros. Elle y va 2 fois. Elle y va le matin devant la citadelle, enfin le blocus, si vous voulez, de la Croix-Boissée, et l'après-midi, elle va aller devant les tourelles. Les tourelles, c'est la grosse fortification au bout du pont. Quand elle arrive, accompagnée de quelques soldats devant la Croix-Boissée, les Anglais, ou du moins ceux des Anglais qui parlent français, crient, très inconvenant, ils crient Macro aux soldats français. Macro parce qu'ils utilisent une fille. Jeanne ne connaît pas le mot, elle dit mais qu'est-ce qu'ils disent, je ne comprends pas, enfin elle repart, ils sont pas gentils ceux-là. Alors elle va dans un autre endroit, là devant les tourelles, où il y en a quelques-uns, du moins les chefs qui parlent français, et elle leur dit vous allez me rendre mes héros, hein, je vous ai prêté ces soldats, ça se fait de rendre les héros. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent sorcière, va-t'en, si on te prend, on te brûlera. C'est la première fois qu'on lui parle de ça. Si on te prend, on te brûlera. Et comme on l'a appelée sorcière, elle est furieuse. Cette fois, le matin, elle n'avait pas compris Macro, mais elle a compris sorcière. Et elle dit menteur, vous êtes des menteurs. Alors à ce moment-là, les Anglais font tirer les veuglaires, comme on disait, les bombardes, enfin les petits canons. Et il y a des tas de pierres qui tombent autour de Jeanne. Elle est obligée de repartir, assez furieuse du reste, parce qu'on l'a appelée sorcière. Le lendemain matin, c'est le dimanche 1er mai. Promis, ça y est, ça se fait, Dunois s'en va, avec Gilles de Rais et un autre. Ils vont chercher les soldats. 3 jours odieux pour Jeanne, où elle ne veut pas savoir que devenir. Michelet, dont je vous ai dit qu'il ne faut pas l'écouter, Michelet va écrire ceci. Du 1er au 3 mai, Jeanne se trouvait vraiment maîtresse de la ville, comme si toute autorité y eût cessé. Ah ben tu parles, comme si toute autorité y eût cessé. Il y avait un gouverneur, il y avait le gouverneur militaire qui était Dunois, qui était parti maintenant. Après, il lui aura fait promettre, archi-promettre, tu te tiendras tranquille, hein, Jeanne, il ne faut pas bouger pendant que je ne sois pas là. Oui, oui, je vais attendre les soldats. Puis il y avait le gouverneur civil, qui s'appelait Gaucourt. Et Jeanne, premièrement, avait donné la promesse de ne pas bouger, et deuxièmement, elle était étroitement surveillée par Gaucourt, qui se disait, avec une fille comme ça, phosphorescente, il ne faut pas d'histoire. Alors on les attend, ces renforts, on va les entendre pendant 3 jours. Et ce sont 3 jours insupportables pour Jeanne. On la fait, c'est entendu, on la reçoit, la municipalité d'Orléans lui offre 7 pintes de vin, à 2 sous la pinte. Je ne sais pas combien valait le vin à ce moment-là, mais enfin, c'est pas extraordinaire, hein, 7 pintes de vin, et pas pour elle toute seule. Il y a son petit cortège, c'est-à-dire il y a Dolon, il y a ses 2 pages, puis il y a le Pasquerel, le Jean Pasquerel, qui n'en rate pas une quand il s'agit d'une réception. Et puis le lendemain, on va lui offrir une alose. C'est Régine Pernoud qui a trouvé ça dans les Comtes d'Orléans, une alose de 20 sols. Vous savez, 20 sols, c'est une grosse chiffre, donc ça devait être une très belle alose. Elle mange son alose, mais enfin, elle n'est pas venue à Orléans pour manger des aloses. Alors elle attend une seule chose, c'est l'arrivée des renforts. Le mercredi 4 mai au matin, les guetteurs d'Orléans disent on voit arriver un nuage de poussière, ça y est, les types s'amènent. Or cette fois, l'escorte, qui est redevenue maintenant une espèce de petite armée, 300 ou 400 gars, pas plus, elle arrive parfaitement par le nord, alors qu'on avait fait, je ne sais pas si jamais, par le sud. Ben, c'est facile à comprendre. Il y avait le convoi à protéger, il y avait toutes ces bêtes qui auraient pu faire un encombrement épouvantable si les Anglais avaient attaqué, tandis que maintenant, c'est une petite armée, enfin 300 ou 400 types, assez solide, qui va simplement faire un petit détour par le nord et entrer par la porte de Bourgogne. Ils sont là, les renforts. Alors naturellement, Jeanne va se précipiter auprès de Dunois. Notez bien, ça c'est certain, ce n'est pas Dunois qui est venu la voir. On la considère toujours comme un fétiche, hein, pas plus. Alors Dunois ne trouve pas nécessaire d'aller lui rendre compte. Elle se précipite chez Dunois et lui dit « Alors ça y est, hein, on a les hommes qu'il faut ». Et Dunois lui dit « mais non, mais on n'a pas encore assez de soldats, vous savez ». Je suis sûr que Dunois a eu la tête lavée par le roi qui lui a dit « il n'y avait pas d'histoire, hein, le moins d'histoire militaire possible ». Et quand il voit que cette petite veut absolument attaquer tout de suite, il lui dit « mais non, on n'est pas encore suffisamment armés ». Alors ça c'est le bouquet. Il lui dit « comment ? On n'a pas suffisamment d'hommes, mais il y a tous ces gens d'Orléans qui ne demandent qu'à se battre, il y a les 300 hommes de renfort, on y va. Non, il faut surtout pas y aller. » Et il trouve quelque chose, j'ai l'impression que c'est une invention qui vient dans sa tête. Il lui dit « non, d'autant plus, hein, il ne faut pas s'emballer, il y a Fastolf. Fastolf, c'est un anglais que
Shakespeare appellera Falstaff. Le capitaine Falstaff dont l'arrivée est annoncée. Il doit amener des renforts anglais qui arrivent de Paris sur Orléans. Alors elle lui dit, ah bon, alors s'il y a à se battre du côté de Falstaff, ça va, mais alors, comme elle est très emballée, elle lui dit, moitié sérieuse et moitié riante, si vous ne me prévenez pas quand Falstaff sera là, je vous ferai ôter la tête, dit-elle à Dunois. Il dit, oui, c'est entendu, je vous reviendrai. En réalité, je ne sais pas si c'était vrai que Falstaff voulait venir à ce moment-là, mais en fait, il ne viendra que dans un mois. Et j'ai bien l'impression que Dunois a inventé l'histoire Falstaff pour qu'elle se tienne tranquille. Alors elle se tient en effet à peu près tranquille ce jour-là, elle va fermer la sieste, il paraît qu'il faisait très chaud ce mercredi 4 mai, et voilà que pendant qu'elle dormait, au milieu de l'après-midi, elle est réveillée brusquement par un grand bruit. Les gens courent dans la rue, ça gueule de toutes parts. Alors elle se fait habiller, enfin, elle fait de son armure tout de suite par Dolon. Elle avait même oublié de prendre son étendard, alors elle a sauté sur son cheval, elle a crié à son petit page Louis de Coude, passe-moi l'étendard, il lui a passé l'étendard par la fenêtre, et elle galope dans la direction de la porte de Bourgogne où tous les gens couraient. Qu'est-ce qui s'est produit? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Est-ce que ce sont les Anglais de la Bastille Saint-Loup? Vous vous rappelez peut-être que la Bastille Saint-Loup, c'est la seule Bastille qui soit à l'est, à 2 kilomètres de la porte de Bourgogne. Est-ce que c'est les Anglais de la Bastille Saint-Loup qui ont tenté de faire une sortie? Ou bien est-ce que c'est les capitaines qui ont décidé d'essayer de prendre la Bastille Saint-Loup? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'on se bat à cet endroit-là. Alors Jeanne, avec son cheval, se précipite dans la direction de la Bastille. Elle arrive, pour ainsi dire, trop tard. La Bastille était prise. Elle est très contente que la Bastille soit prise. C'est un premier succès remporté sans elle contre les Anglais. Et elle assiste à quelque chose qu'il faut que nous sachions. On en parle guère dans les histoires, mais ça se passe même comme ça. À ce moment-là, quand on avait fait les prisonniers, on les triait. Les prisonniers riches, ça se reconnaissait à leur cuirasse, hein, on les gardait parce qu'il y avait des rançons. Puis les prisonniers pauvres, on les tuait, on les égorgeait. 9/10 des prisonniers étaient tués à ce moment-là. Jeanne va arriver, va voir ce spectacle, elle ne proteste pas parce que ça se fait, de tous les Anglais prisonniers que l'on trucide calmement. Elle rentre à Saint-Loup, elle ne peut pas être entourée de grandes acclamations puisque c'est pas elle qui a pris la Bastille. Puis c'est le lendemain, c'est le jeudi 5 mai, jour de l'Ascension. À ce moment-là, on ne se battait pas, un jour de fête religieuse. Alors c'est entendu, elle veut bien patienter ce jour-là, mais alors après-demain, qu'est-ce qu'on va voir? Et elle va employer le matin du jeudi 5 mai, jour de l'Ascension, à retourner une dernière fois auprès des Anglais des Tourelles pour leur dire « Rendez-moi mes héros !» La première fois, les uns avaient crié, vous savez, « Macro ». La deuxième fois, ils avaient crié « Sorcière, on te brûlera ». Et cette fois, on lui répond en pleine figure « Putain, tais-toi ». Quand on l'appelle sorcière, elle crie menteuse. Mais quand on l'appelle putain, elle pleure. Cette pauvre gamine, là, entourée de ses soldats qui est devant les Anglais, se met à pleurer, enfin la tête dans son coude, parce qu'ils ont osé m'appeler putain. Elle revient en pleurant dans sa maison. Après-midi, nous sommes l'après-midi du jeudi 5 mai, jour de l'Ascension. Il y a un conseil de guerre qui s'est tenu tout de même, sans Jeanne. Jean Chartier, qui est l'historien officiel de Charles VII, précisera il n'avait pas été question d'inviter Jeanne au conseil de guerre où on avait décidé de la stratégie à employer. Seulement, Dunois, qui est gentil, se dit tout de même, je la connais, ma Jeanne, il faut absolument qu'on la prévienne. Alors c'est entendu, on va la faire venir, quoique le sire de Gamache, qui était un des personnages importants de la ville, avait dit, je me demande pourquoi on avertirait cette fille, dont on ne sait pas d'où elle sort, et qui a été Dieu sait quoi. Qui a été Dieu sait quoi. On avait dû savoir que Jeanne avait été servante dans une hôtellerie, et les servantes d'hôtellerie ne passaient pas pour des parangons de vertu. Alors le sire de Gamache se disait peut-être maintenant elle fait la petite sainte, la petite vierge, mais qu'on ne sait pas qui c'est. Toujours est-il que Dunois va calmer ce monsieur, on ne fasse soyez gentil, on fait venir Jeanne. Alors là, reprenons encore le récit de Jean Chartier. Jean Chartier dit Jeanne a été convoquée. Elle est devant les capitaines qui sont là réunis. Les capitaines lui disent vaguement, mais très vaguement, ce qu'ils veulent faire. Et Jeanne leur dit je vois très bien que vous ne voulez pas me dire la vérité. Hein. Vous ne voulez pas m'utiliser. Elle allait et venait sans s'asseoir, dit Chartier. Vous la voyez, là, la petite qui est avec son costume d'homme, là, qui est furieuse. On lui a dit asseyez-vous, Jeanne, pas question. Elle marche les mains derrière le dos et elle leur dit, vous êtes en train de me mentir. Eh bien, puisque vous ne voulez pas me dire ce que vous allez faire, moi je ne vous dirai pas non plus ce que je vais faire. Et elle ajoute, vous avez votre conseil, moi j'ai le mien. Et vous allez voir. Alors tout va se jouer maintenant dans les 48 heures qui suivent. Le vendredi, le 6 mai, nous sommes bien ça, le vendredi 6 mai, le matin, elle avait dit à Pasquerel, vous savez, de bonne heure, demain il faut se lever, hein, de bonne heure. Elle envoie son petit Louis de Coute, son page, dans la rue avec ce qu'on appelait cette trompille. Le type souffle de sa trompille et dit à tous les gens qui sont là dans les rues, allez, on attaque. Le gouverneur n'est pas d'accord, il ne sait même pas ce qu'elle veut faire. Dunois ne sait rien. Et elle va ameuter la population. Alors Gaucourt, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fermer la porte de Bourgogne tout de suite, puisqu'il y avait un tumulte. Il a pris une escorte de gendarmes et il s'amène devant la porte pour empêcher les gens de sortir. Et il racontera plus tard, ça on le saura que 25 ans plus tard, en 1456, au procès de réhabilitation. Il racontera plus tard à Simon Charles, dont je vous ai parlé, qui est l'homme de la Cour des comptes. Il lui dit, vous savez, 6 mai, hein, j'ai eu chaud.
parce que Jeanne avait une foule de gens derrière elle, et qui disaient tous, vous allez ouvrir la porte. Et Jeanne me disait, ouvrez la porte. Et Simon Charles, qui parle devant un tribunal ecclésiastique et qui choisit ses termes, dit, Monsieur Gaucourt m'a dit, elle m'a appelé mauvais homme. Vous savez, il faut traduire, elle lui a dit salaud, tout simplement. Allez, tu vas ouvrir cette porte. Et le type dit, j'ai bien cru qu'elle me faisait mon affaire. Parce qu'il y avait 200 types derrière elle qui disaient, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Moi, je ne voulais pas, mais on a écarté les soldats, et plutôt que de me faire tuer, j'ai dit, bah, ouvrez la porte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne? Eh bien, elle part à fond de train, suivie de tous les gens qui galopent derrière elle, se précipite dans la direction de la Bastille Saint-Jean-le-Blanc, la Bastille anglaise qui était sur la rive gauche de la Loire. Les capitaines se disent, mais enfin, c'est fou, elle fait une sortie, on est bien logé de la suivre. Alors, les Dunois, les Gaucourt, tous les autres vont derrière elle. Quand on arrive devant la Bastille Saint-Jean-le-Blanc, on s'aperçoit que les Anglais ont pris peur, qu'ils se sont réfugiés dans une autre Bastille, très puissante, c'était la maison des Augustins, un couvent d'Augustins qui avait été occupé par eux, qui était juste en face des tourelles, et il faut donner assaut aux Augustins. Eh bien, ça ne marche pas. On donne assaut sur assaut, ils sont très puissamment retranchés, hein, c'est une grosse maison, pas moyen d'enlever, on perd des hommes. Alors, vers la fin de la journée, c'est Dunois qui dit à Jeanne, oh, vous savez, il n'y a plus moyen, enfin, il faut tout de même rentrer. Jeanne n'aime pas ça, toujours persuadée qu'on peut réussir avec elle, mais il n'y a rien à faire, il faut rentrer. Alors on retourne tristement. Et voilà, quand on revenait dans la direction de la Loire, pour refranchir la Loire et rentrer à Orléans, on s'aperçoit que les Anglais font une énorme sottise. Ils sont sortis de leur retranchement des Augustins. Jeanne se dit, cette fois je les tiens. Tant qu'ils étaient dans leur Bastille, très puissamment retranchés, il n'y avait rien à faire. Mais maintenant qu'ils commettent l'imprudence de se battre en race campagne, on va les avoir. Alors elle fait pivoter son cheval, elle part avec son camarade Lahire, qui était un des plus violents combattants, vous savez, et Dolon, l'écuyer, racontera, Lahire, elle, commence à frapper contre les Anglais. Et on emporte les Augustins. Ça, c'était donc le soir du vendredi 6. On va passer la nuit, du 6 au 7, du vendredi au samedi, 6 au 7 mai, dans cette Bastille des Augustins, qui est juste à côté de la très grosse Bastille qu'on appelle les Tourelles, composée précisément de 2 grosses tours à l'extrémité du pont. Toute cette journée du 7, on va se battre devant la Bastille, la grosse Bastille des Tourelles. Ça ne va pas être très commode. Jeanne est blessée à un moment. Elle avait annoncé qu'elle serait blessée. Elle est blessée d'un vireton, c'est-à-dire une flèche tournoyante qui lui est arrivée entre le cou et l'épaule. On l'a soignée. Les Anglais qui avaient vu qu'elle tombait disaient « ça y est, on la tient ». Non, elle disparaît un petit moment après avoir été soignée. Elle va dans une vigne, racontera Dunois, une vigne qui était à quelque distance. Elle y passe un demi-quart d'heure, dira Dunois, à réfléchir, à prier peut-être. Et puis voilà qu'il revient au combat. Les Anglais se disent, comment, mais elle était tombée, elle est ressuscitée. Et alors Jeanne profite de cette espèce d'affolement qui saisit les Anglais, et il crie à Glasdale, qui était le chef des Tourelles, « Rends-y, Glasdale !» Vous savez, il parlait un français approximatif, hein, il voulait lui dire « Rends-toi !» Et effectivement, tous les soldats s'emballent derrière elle, on ne peut pas en faire moins de cette fille, hein, et ils emportent les fameuses Tourelles. Alors, du côté d'Orléans, il y avait un pont qu'on avait rétabli, un pont de fortune. Les chefs anglais essaient de se sauver par le pont, qui est déjà assez miné, vous savez. Et en plus, les gens d'Orléans avaient amené sous le pont un chaland auquel ils avaient mis le feu, enfin, la feu de la cargaison, il y avait là de la poix, il y avait du feutre, il y avait des ossements. Le pont brûle, les Anglais qui couraient sur le pont voient le pont s'écrouler sur eux, sous eux, ils se noient, et comme dira assez cyniquement du reste le journal du siège, c'était bien dommage à cause de la perte de grandes finances que nous éprouvions ainsi. Pourquoi? À cause des rançons qu'on espérait de tous ces Anglais riches qui s'en allaient. Elle rentre le soir même à Orléans, triomphante. Oui, mais il reste encore toutes les Bastilles de l'Ouest, hein, et maintenant nous sommes le dimanche 8 mai. Dimanche 8 mai au matin, l'armée française se range en bataille devant les Bastilles anglaises. Les Anglais sont sortis de leur Bastille. Jeanne a un jasseron. Un jasseron, c'était une cotte de maille. Il ne pouvait plus mettre son armure à cause de la blessure. Et on attend. On attend que les Anglais attaquent. On est là, face à face. Et bien voilà que les Anglais ne vont pas attaquer. On est resté une demi-heure, 3/4 d'heure, semble-t-il, à s'épier les uns les autres, à attendre un commencement de combat. On entend des clameurs gutturales qui se passent du côté des Anglais. C'est un ordre d'attaque? Non, c'est le contraire d'un ordre d'attaque. C'est ordre de pivoter, de s'en aller. Les Anglais s'en vont. Ce dimanche 8 mai, sans risquer une nouvelle bataille, ils tournent les talons, ils lèvent le siège d'Orléans. On n'en revient pas. Les capitaines en sont étonnés, vous savez. C'est inouï. En 2 jours et demi, et luttant contre la volonté des capitaines, et n'en faisant qu'à sa tête, en 2 jours et demi, Jeanne est arrivée à faire lever un siège qui durait depuis 7 mois. Les gens en restent éberlués.